faisons de notre mieux pour vous offrir un programme intéressant. Cette session parle de l'avenir. C'est très difficile de finir l'avenir. On est en France. On va commencer avec Napoléon quand on lui a montré les bateaux à vapeur. Il a dit c'est impossible. On ne peut pas mettre du feu dans un bateau pour remplacer les voiles. Bon. Pour les trains, c'était pareil. La haute vitesse aurait asphyxié les gens. Donc si on continue avec le transport, le vol semblait impossible, mais on voit à l'extérieur que ce n'était pas le cas. Pour l'espace, la première fusée est partie en 1936. De toute façon, quand on essaye de prédire l'avenir, on commence au début. On commence avec le futur proche et le futur un peu plus éloigné. J'ai le plaisir et l'honneur d'aller sur la station spatiale. Quand j'ai ouvert le SAS, je me suis cru dans un film de science-fiction à Hollywood. Et les premiers vols annonçaient les prochains vols, parce que maintenant, il y a des équipages à l'intérieur. On a un futur radieux pour le transport commercial. Et c'est pour ça que je vais demander à Jeff d'être notre prochain intervenant. Le micro est à toi. Et l'avenir proche, bien sûr, nous intéresse tous. Bon, on m'a demandé de vous faire une petite mise à jour. Sur les programmes commerciaux, je vais vous donner quelques détails sur ce que je connais et éventuellement quelques commentaires sur le cadre général. Je pense que vous connaissez l'historique des vols habités. C'est ce que l'on appelle maintenant le CCT-CAP. C'est la 4e phase de l'appel d'offres pour avoir des véhicules volants qui vont voir l'ISS. C'est le Space Dragon, c'est le CST-100 et comme vous le savez probablement, le CST-100 sera lancé du complexe 41. Ça sera un atterrissage sur Terre. Il y a plusieurs sites d'atterrissage à l'ouest des États-Unis. En août de l'année prochaine, un lancement non habité et l'année d'après, habité. Le plan est d'avoir 2 vols d'essai et ensuite on passera au vol après certification et ensuite on enverra les équipages sur l'ISS et on y reviendra d'ici une minute. SpaceX, Dragon, le Falcon, on dirait que le Falcon est une fusée unique. Ils sont très agressifs dans leur développement. On a une version 1.1 maintenant. Et ils ont l'intention de lancer sur l'eau, à l'opposé de ce que fera Boeing. La cible de test, c'est le mois d'avril et août l'année prochaine pour un vol habité. Alors, quelques moments clés de ces derniers mois. Comme vous l'avez vu probablement sur Internet, il y a beaucoup d'activités et le développement de ces véhicules spatiaux est en plein développement, est très actif. Bien sûr, ce développement est un point clé pour nous. Et je dirais qu'il y a encore pas mal d'intégration à faire. Il y a eu des tests de descente, des tests de parachute au centre spatial Johnston. On a été impliqué dans la formation. On a un centre de formation. Le Boeing est sous contrat avec la NASA pour assurer la formation et assurer la gestion des missions. Et
le soutien aux équipes, les commandes, les afficheurs nécessitent pas mal de travail aussi pour le développement des véhicules, les interactions avec les membres d'équipage qui travaillent avec les donneurs d'ordre. Et on a passé pas mal de temps maintenant avec les opérations en vol pour établir des plans détaillés pour ce qui se passe avant le lancement et pour la récupération après atterrissage. Quelques mots sur l'intégration dans le programme. Probablement, si on laisse de côté le développement des véhicules eux-mêmes, les défis maintenant et tous les défis inhérents au développement d'un nouvel avion spatial, pour les programmes de l'ISS, il y a aussi quelques défis à relever et il y en aura d'autres. Il y a quelques semaines, on a formalisé quelques places supplémentaires sur des Soyouz, ce qu'on appelle des sièges Boeing. C'était un contrat assez intéressant. Je ne connais pas tous les détails, mais c'est le programme de lancement en mer pour payer la dette que l'on avait. La NASA a acheté des places Soyouz par l'intermédiaire de Boeing. Enfin, je ne connais pas tous les détails, mais vous souvenez sans doute qu'il y a environ un an, on a acheté quelques sièges, quelques places, et on a eu une option pour l'achat de 3 places supplémentaires sur cet accord. Le contrat a été passé il y a quelques semaines. On a une place en mars 2019, 2 sièges en mai 2019. Donc, on dépend maintenant des programmes commerciaux pour continuer nos rotations sur l'ISS. Et ça sera pour la fin 2019. Pour les opérations, la croyance actuelle, c'est que maintenant, on a 4 véhicules Soyouz qui partent vers l'ISS chaque année. Donc, on suppose qu'il y aura 2 Soyouz qui iront et 2 véhicules commerciaux qui partiront. Les deux des Soyouz seront remplacés par des véhicules commerciaux. L'idée, c'est d'avoir un Américain sur chaque Soyouz et un Russe sur chaque véhicule commercial. Donc, à un stade, il va falloir arriver à un équipage de 3 ou 4 membres d'équipage. Il y a beaucoup de travail qui reste à faire au fur et à mesure que l'on s'approche du premier lancement et du vol de certification. J'ai vu sur le planning qu'on aura des questions-réponses ici. Est-ce que c'est vrai, André? Certains d'entre vous en savent un peu plus sur ces équipages commerciaux que moi. Ah, je n'entends rien, désolé. Oui, alors le partenariat continue. Beaucoup d'intégration est en cours. Cela implique les partenaires et le process de certification. Aucun d'entre nous ne veut mettre des membres d'équipage sur un engin non certifié. Et ça, c'est commun. Je pense que NASA fait... C'est la première fois que NASA fait ça. Il y a 3 semaines. Je sais qu'on a eu un panel d'équipage multilatéral. Beaucoup de ces 3 jours de réunion ont été utilisés à partager des données sur ce véhicule avec le partenaire pour augmenter un petit peu le niveau de confiance jusqu'au vol de certification pour qu'ils acceptent d'y mettre des équipages. Comme vous savez, sur le programme ISS, on a une allocation de jours en orbite pour chacun des partenaires.
et c'est proportionnel à la contribution apportée au programme. Et c'est ce qui motive la fréquence ou la non-fréquence des vols vers l'ISS. Ça sera intégré aussi dans le manifeste des équipages commerciaux, pour les vols commerciaux. J'ajouterais, et c'est un peu une spéculation sur ce que nous réserve l'avenir, mais c'est un jalon historique dans l'histoire de l'exploration spatiale. On apprend à intégrer des activités commerciales et ça commencera par des gens qui partent par Soyouz sur l'ISS pour une durée courte. Et avec Boeing et SpaceX, on sait qu'il y a d'autres acteurs. On pourra aller vers l'ISS. On sait qu'il y a des discussions en cours pour la commercialisation de la station spatiale en général et des discussions plus spécialisées pour commercialiser des parties de la station spatiale pour des périodes plus courtes ou ajouter des modules commerciaux sur la station spatiale avec des capacités diverses. On ne sait pas trop ce que nous réserve l'avenir, mais je pense que ça va continuer à évoluer et chacun contribuera à la réussite de quoi que ce soit que l'on décide. On peut faire à peu près tout tant que ça reste réaliste. Je pense que c'est la seule façon de fonctionner et c'est la seule façon dont on veut fonctionner. Ça permettra aux agences gouvernementales à se concentrer sur l'exploration au-delà de l'orbite terrestre. Et je pense personnellement que ça renforcera aussi le soutien, si on veut, enfin le soutien politique au niveau international, c'est l'ISS pour le moment. Et je pense personnellement que si, par exemple, on en termine avec l'ISS pour libérer des ressources, pour passer à autre chose, si on a des conditions telles que personne ne voyage plus dans l'espace, ça deviendra très difficile d'avoir un soutien politique pour démarrer autre chose. Et on restera assez longtemps sans personne en orbite. C'est mon opinion personnelle. Ben ça, je suis désolé, mais on n'entend pas. Alors, les premiers vols sont sous contrôle de la NASA, avec la certification 6CC4, mais à un certain stade, les vols seront des services commerciaux sous contrat. Combien de vols avant d'arriver à ces contrats commerciaux et quand est-ce qu'on commencera à discuter de ces contrats? D'après ce que je sais, le contrat aujourd'hui, je pense que c'est la phase 4 de ce contrat, 6C4. Chacun des fournisseurs, Boeing et SpaceX, pour chacun, la NASA va acheter au minimum 2 vols, au maximum 6 après certification, jusqu'à 6 vols. Donc il y a de la marge. Ça dépendra de la performance, de la réussite de chacun des programmes. En théorie, je pense que en ayant deux programmes en développement parallèle, ça introduit un petit peu de concurrence, ce qui est bon. Et ça met un petit peu de redondance, ce qui n'est pas mal non plus. Donc s'il y en a un qui échoue, l'autre probablement réussira. Et à court terme, on va continuer avec le programme de la station spatiale. Et je pense qu'il y aura par la suite un nouveau contrat de service. Et qui sait, il y aura peut-être une autre société qui va rentrer en concurrence. Pour la formation,
la formation se passera où et durera combien de temps? On continue à y réfléchir. C'est un grand sujet de discussion pendant le MCOP, la discussion de la formation des équipages. Ça dépendra du fournisseur aussi. Il va y avoir une sorte de mix tel que je comprends. SpaceX réalise une grande partie de leur formation en Californie et Boeing va probablement faire la formation à Houston sur le site de lancement. Et ensuite, ça sera intégré avec les formations ISS telles qu'on la pratique aujourd'hui. Je sais que c'était avant mon temps, mais quand la navette était développée, les équipages avaient des inquiétudes sur les développements de la navette, etc. Est-ce qu'il y a des problèmes techniques au niveau de la certification que les équipages anticipent? Il y a beaucoup de choses qui impliquent tout le monde. Le bureau des équipages est impliqué aussi, le reste des organismes qui sont d'habitude impliqués dans ce type de process de développement. C'est un peu différent de ce qui se faisait dans le passé. Il y avait un contrat pour développer un véhicule qui était le nôtre. Là, c'est un contrat pour la fourniture d'un service. Mais on a quand même une grosse vue sur ce qui se passe. Je n'ai pas été impliqué avec des équipages commerciaux, mais des gens chez nous l'ont été depuis longtemps d'ailleurs et continuent. Et ce n'est pas simplement le bureau des équipages, ce sont tous les autres organismes. Mais d'après ce que j'en ai compris et d'après les retours que j'ai eus de ces gens, la relation de travail est en général excellente. Tout le monde essaye de faire ce qu'il faut, de faire ce qui est bon, et j'ai confiance dans le fait qu'on aura une bonne compréhension et une très bonne vue de ce qui se passe dans le véhicule avant le premier vol. Jeff, ces deux véhicules spatiaux, est-ce qu'ils sont certifiés pour l'évacuation des équipages? Oui. Oui, on aura cette même exigence, la même que pour Soyouz. Donc ça pourra servir un petit peu de canot de sauvetage pour quitter la station spatiale. Allez, les questions sont toutes brèves. La question c'est, on attend à ce que pendant les premières rotations, il n'y ait pas de cosmonautes. On a prévu un scientifique en septembre parce qu'ils ont des problèmes avec les certifications. Donc, pour le premier vol commercial, est-ce que vous avez un plan de secours ou un plan B au cas où ça ne marche pas? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Par exemple, les Russes voleront sur Soyouz, les Occidentaux sur les vols commerciaux. Je pense que ça ne se fera pas. On va trouver une façon de faire pour que les vols, enfin les rotations commerciales, pas les vols de certification, mais après la certification, les rotations qui partiront en expédition, je pense qu'il va falloir trouver un système pour que le Roscosmos soit rassuré et puisse y mettre des cosmonautes. Et nous, il va falloir qu'on trouve un système pour continuer à avoir un Américain dans les Soyouz. Mais d'après cette séquence, les équipages devaient être attribués et il y avait une date limite. Donc, il n'y a pas eu de formation encore. Donc, il est très probable que l'on n'aura pas ces gens. Bon, le mois dernier, on a eu un petit peu de répit. La date limite pour
envoyer des équipages en formation a été repoussé. Ça gagne un petit peu de temps, mais je sais que le planning devient très très serré si on veut intégrer tous ces détails pour l'attribution des équipages, pour construire les Soyouz, pour intégrer ça dans les rotations. Et on va probablement être à court de place sur les Soyouz, donc il faut continuer à travailler. Merci. Bien, ça veut dire que quand on a commencé hier avec les 60 ans du Spoutnik, bientôt les 60 ans de Leica. Alors, mais qu'est-ce qui vient après? La Lune, Mars? Alec va tout nous dire là-dessus. Tu veux en prendre? Bonjour mesdames et messieurs, je vais parler russe et la présentation est également en russe. J'ai dû la préparer dans un délai très court. Je voudrais vous présenter la vision de Roscosmos au sujet du programme futur, y compris Deep Space Gateway. En fait, c'est un programme international de la création d'une station à proximité de la Lune. Ce diapo présente un schéma de développement de l'exploration de l'espace. Il y a deux grandes parties. Les perspectives de l'utilisation de l'orbite basse terrestre et également un programme de vol vers la Lune. C'est un programme très vaste qui nous concerne tous, non seulement Roscosmos. Et ce qui nous devons résoudre, en fait, c'est la forme, disons, le mode de nos vols vers les deux destinations. Parce que certaines parties sont très chères et difficilement réalisables. Également, l'infrastructure sur l'orbite basse terrestre est une question très importante. Et également, l'État veut s'engager, les États veulent s'engager de moins en moins financièrement et s'intéressent de plus en plus aux investissements privés et des programmes privés. Qu'est-ce que nous ferons également après l'année 2024, lorsque nous allons cesser d'exploiter la station internationale? Il y a 4 voies. Le premier scénario, c'est le prolongement de l'opération de la station internationale et la création d'une station russe, orbitale russe, avec une participation étrangère sur la base du segment russe. Yuri Gidzenko en a parlé hier, et également une option extrême. Si le reste n'est pas réalisable, donc la possibilité de rester dans l'espace proche avec un module. On peut parler, disons, de station à un module ou 2 modules, la configuration de la station Salut. Et également, technique différente du point de vue technique. Lorsque nous regardons le programme d'exploration de la Lune, il inclut également 2 étapes. D'après la stratégie de Roscosmos, notre objectif est l'exploration de la surface de la Lune.
L'un des stages, c'est la participation à Deep Space Gateway dans le cadre de la coopération internationale, ce que nous avons déclaré au congrès de MAF à Adélaïde. Cela inclut également des appareils différents qui nous permettront d'explorer la Lune. Et voilà, c'est une présentation très courte des appareils dont la production est déjà lancée. Je pense que la Russie est le seul pays qui fabrique déjà des appareils destinés à l'exploration de la Lune, à partir de l'orbite et également à la surface même. Vous voyez également les dates de lancement projetées et des données techniques de chaque appareil. En parlant de la station orbitale russe, nous projetons de la créer après 2024 sur la base de 3 modules russes, les plus récents, qui seront mis sur orbite à ce moment. Le module laboratoire, module scientifique et le module énergétique. Bien sûr, il faudrait 2 modules au minimum afin que la station puisse fonctionner. Le module SAS est également un module transformable qui sera amené à accomplir des tâches logistiques et autres. Afin de réaliser tout ce programme vaste, nous devons définir des objectifs de nos vols afin d'atteindre la Lune et le Mars. L'agence russe devrait rédiger une roadmap et nous projetons également de redéfinir, réécrire le schéma des expériences en laboratoire et autres, et afin d'accomplir déjà des tâches d'exploration de la Lune et de s'envoler vers Mars. Je voudrais vous dire que nous allons redistribuer des tâches, en fait, et mieux redistribuer la charge utile, et avec une composante commerciale. En fait, il s'agit de la commercialisation de l'espace bas. La commercialisation devrait commencer dès maintenant et déjà au niveau de la Station spatiale internationale, afin d'être prêt, afin de former le portefeuille de clients. C'est un tableau de technologie que nous devons maîtriser afin d'aller vers la Lune et le Mars. Je ne vais pas m'arrêter là. En parlant des vols vers la Lune, et également sur orbite Nero, dans le cadre du groupe international SIST, nous avons déjà fait une étude de faisabilité, distribué des rôles et défini la configuration de la station qui s'appelle Deep Space Gateway. Elle sera destinée au vol sur orbite Galo et les contributions présentées sur ce diapo sont déjà définies, mais il faudrait quand même les finaliser plus. Il s'agit d'une station petite, plutôt petite, afin de finaliser les technologies pour explorer l'espace plus lointain. Lorsque nous avons fait des études, nous avons voulu définir l'orbite pour cette station.
il y a des orbites Kepler. Nous avons d'habitude d'explorer pour les vols vers l'espace proche. Et nous avons choisi une orbite de la famille Gallo. Il y a bien sûr des avantages et des inconvénients. Mais les partenaires internationaux ont décidé que cette plateforme internationale serait créée sur orbite. Voilà ce qu'elle représente. Ce n'est pas une orbite plate. Cette même orbite sera utilisée pour la Lune. C'est une orbite large et bien sûr, il y a des exigences plus fortes vis-à-vis des appareils, des appareils qui sont lancés. Et également, il faut prendre en compte l'arrimage aux orbites au départ de la Lune. Donc, c'est une orbite qui demande la réorientation, mais les efforts demandés sont très bas. Voilà, c'est la base de nos calculs. La stratégie russe vis-à-vis de l'exploration de la surface de la Lune sera sur la base d'une roadmap également, qui pourrait être divisée en 4 étapes. La première étape, la reconnaissance, le forepost, la base de première étape et la base de seconde étape. Il s'agit de définir des objectifs de chaque étape. La reconnaissance et, disons, la répétition du programme d'Apollo. En fait, il s'agit du séjour très peu prolongé d'un ou deux astronautes à la surface de la Lune, afin de se repérer. Le forepost. Un équipage de 4 personnes sera là pendant 30 jours à peu près, en utilisant des appareils d'exploration plus en profondeur de l'espace de la Lune. Et cela prévoit également la création d'une infrastructure stationnaire à la surface de la Lune afin d'accueillir des expéditions pour qu'ils puissent y rester pendant en temps jusqu'à 60 jours avec des équipements nécessaires, tout l'équipement nécessaire, et d'autres étapes, des bases, disons, plus stationnaires, qui pourront non seulement explorer la surface de la Lune, mais aussi accomplir des tâches industrielles. Parlant de l'utilisation des ressources de la Lune dans la production industrielle. Nous avons également présenté un scénario qui a été calculé et également la création d'un lanceur lourd sera nécessaire afin d'accomplir ces tâches à partir de l'an 2028. Merci beaucoup de votre attention. Je suis prête à répondre à vos questions. Excellent presentation. Thank Excellente présentation, merci. Je suis curieuse par rapport à cette orbite excentrique autour de la Lune et la motivation et les opportunités fournies par cette orbite. Cette orbite a été choisie afin d'accomplir une tâche auxiliaire. C'est-à-dire choisir une orbite qui pourrait être atteinte à partir de la Lune, avec une vitesse d'autour d'1 kilomètre. D'une vitesse définie, avec une vitesse définie.
Donc cette orbite est également éclairée par le Soleil. En fait, les dépenses en énergie sont minimes. Le moteur sera à réaction, électrique à réaction, et c'est très important. Donc le régime thermique, les conditions du régime thermique seront proches à l'espace lointain, et nous pourrions ensuite tester ce système pour des vols plus lointains. Donc l'ombre est également minime. Et c'est pour ça que la visibilité radio est meilleure. Également, les conditions seront proches, disons, aux vols plus lointains. Donc, il s'agit d'orbites non Kepler. Et si nous apprenons à utiliser ces orbites, nous pourrons être prêts à s'envoler vers d'autres orbites et à les utiliser après. Merci. Space stations. We use them for research. It's out. Stations spatiales, donc ils peuvent être utilisés comme hôtels et même des maisons pour les particuliers. Et donc, on fait déjà des expérimentations industrielles et l'avenir sera fort intéressant dans ce domaine. Mike va nous parler de cette station spatiale commerciale. Mike, c'est à vous. Merci André. Bonjour. Je vais vous demander de changer de point de vue et de réfléchir aux vols commerciaux comme en tant que successeur aux stations gouvernementales étatiques. Si ça ne... Comme il y a quelques incertitudes, je travaille avec une société qui s'appelle Axim Space, qui essaye de faire quelque chose de similaire, mais sur une base purement commerciale. J'ai présenté ce point de vue à Vienne l'année dernière et je vais vous donner une petite mise à jour sur la situation actuelle. Cette vue ici, je vais vous donner le temps de la lire pendant que je parle. Vous savez que historiquement, c'était le rôle des gouvernements d'ouvrir de nouvelles frontières économiques, frontières géographiques, ce qui veut dire que quand le risque est très élevé et quand on ne connaît pas la rentabilité, les sociétés n'ont aucun intérêt à essayer de faire quelque chose et ils ne le font pas parce que le retour sur investissement est absent ou incertain. On a vu les rois en Espagne, par exemple, avec Christophe Colomb, parti en exploration. Les États-Unis l'ont fait quand ils ont voulu s'étendre. Pour la sécurité, ou quand on voit un marché qui est possible, le gouvernement ensuite peut éventuellement se retirer et laisser le commercial le remplacer. Et je suppose que c'est ce qui va arriver maintenant sur les orbites basses. Jeff nous a parlé des aspects transport. Beaucoup d'argent ont été investis en développement pour avoir des chargements ou des passagers, mais on n'a pas de destination commerciale pour le moment. Si on pense que l'ISS va être sorti de l'orbite en 2024 ou 2028, il faut aller trouver une autre destination. Et il va falloir considérer la possibilité d'abandonner l'IO. Si côté américain, d'ici un an ou deux, ça va être difficile de garder un soutien politique. Il y a même d'autres raisons plus importantes de ne plus aller sur des orbites basses. Donc, il y a une demande que je suis sûr que la NASA et d'autres partenaires auront pour continuer à faire de la recherche humaine
sur les orbites basses, les effets sur le corps humain, tester des technologies sur le contrôle de l'environnement. On a ça sur l'ISS maintenant et ça demande beaucoup de maintenance, ce qui veut dire qu'il faut amener beaucoup de poids sur le véhicule. Et ça va être un handicap pour les orbites plus lointaines. Certains pays n'ont pas des programmes de vol habité, certains autres en ont, mais n'ont pas l'occasion de voler suffisamment parce que la composition d'équipage est assez compliquée et l'allocation des places aux différents partenaires est souvent difficile. Et l'allocation des Européens a été encore divisée pour inclure d'autres pays. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de demandes maintenant. Et au milieu des années 2000, il y avait quand même beaucoup d'autres nationalités qui volaient. Maintenant, quel est le type de rentabilité que l'on peut envisager sur la station spatiale? Donc vous les avez là. Bon, la portée éducative continue à être importante. À chaque fois que l'on a des gens dans l'espace, c'est une importante source d'inspiration pour les générations futures. La recherche sur la microgravité, c'est un petit peu ce que fait l'ISS maintenant. La publicité, ce n'est pas ce que l'ISS fait maintenant, mais on pense qu'il y a un marché pour ça. Il y a beaucoup de potentiel pour des films, pour des pubs et ce genre de choses. Je pense que la production, la fabrication en espace, ça va démarrer lentement parce qu'il va falloir démontrer que les choses qui sont réalisées en labo maintenant réussissent, mais tant qu'on ne peut pas démontrer la réussite d'un concept, on ne sait pas ce que ça va donner. Si ça quittera le laboratoire pour y aller, il y a une Z-Brand en fibre optique. Et même avec les prix aujourd'hui, il faut quand même envoyer la matière première dans l'espace. Ça serait quand même assez lucratif aujourd'hui. Fabriquer le produit dans l'espace, le ramener, ça serait quand même rentable. Pour les programmes habités, ce n'est pas simplement des astronautes employés par un gouvernement, ce sont aussi des particuliers. Il y a d'autres revenus que ceux dont je vous ai parlé au fil des ans. Quand on regarde sur les dernières 15 années, on considère un marché de 35 à 40 milliards de dollars. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'en parler beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que les pays veulent aller dans l'espace? C'est une inspiration, une source d'inspiration pour la jeunesse. Ça motive les gens pour étudier la technologie, les mathématiques. Et ces jeunes vont fournir une main-d'œuvre très qualifiée. Et alors, comment est-ce que l'on peut continuer dans cette voie? Il faut construire 2 modules que l'on va lancer et arrimer à l'ISS en 2021 et en 2024, où quand l'ISS sera retiré, ces 2 modules seront enlevés, ils auront été remplacés par d'autres modules et ça deviendra une station commerciale. Bon, alors à quoi ressemblent ces 2 modules? Le premier ressemble un petit peu au Node, c'était avec une baie supplémentaire. L'autre, c'est un LPLM avec 2 bases supplémentaires. Ils ont leur propre module de propulsion qui leur permettront de faire ce que font les autres véhicules cargo, des rendez-vous. Ils pourront être arrimés par un bras robotique, ils pourront s'arrimer à une station et au devant, on voit un système d'arrimage standard de la NASA pour que un vol commercial puisse relever les équipages. Les 2 modules auront la possibilité d'héberger 8 astronautes en même temps. Il y a deux systèmes différents capables chacun d'héberger 4 personnes. Il n'y aura probablement pas 8
8 astronautes au début, mais il y aura des vols de courte durée, d'autres de longue durée. Et les 4 astronautes représenteront à peu près la taille moyenne pour un vol. Voilà à quoi ressemble la station. Vous pouvez voir que des pièces similaires à l'autre. On voit un panneau solaire qui se déploiera une fois que le module sera séparé. Il y a un deuxième module d'habitation, un module de fabrication, et on va probablement prendre le PMM, le LPLM qui est sur la station maintenant, un module permanent. Je vous ai parlé du sas d'étanchéité, mais ça sera probablement quelque chose d'assez ressemblant à ce que l'on a aujourd'hui. Alors voilà un petit peu la feuille de route. La première chose dont il faut parler, c'est que les premiers équipages iront sur l'équipage en 2019. Les modules n'arriveront qu'en 2021. Ce que la NASA voudrait que l'on fasse, c'est un peu d'entraînement avant d'envoyer des gens sur nos modules. Alors, sur un vol, on aurait peut-être un astronaute professionnel avec 3 touristes ou 2 professionnels avec 2 touristes pour une durée courte, des missions de 7 à 10 jours, où ça pourrait être un nombre plus réduit, ou 2 professionnels pendant 60 jours. Et le système à bord de l'ISS a la possibilité d'absorber cette charge supplémentaire. Comment est-ce que l'on paye pour ces ressources? Je dois dire aussi que c'est Mike Saferdini qui s'occupe d'Axiom. Il a travaillé à la NASA pendant 10 ans, donc il sait faire. En 2021, les 2 modules vont arriver. Ensuite, on arrimera le module de fabrication en 2022, le SAS en 2024, et on sera prêt à se séparer dès 2024. Je pense que certaines personnes vont aller là-bas de 2024 à 2028. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que l'on transfère la recherche qui est maintenant faite sur l'ISS et qui est fortement subventionnée, comment est-ce qu'on peut la transférer dans des modules commerciaux. Et on travaille avec la NASA et les autres partenaires en ce moment. Mais clairement, on ne peut pas faire tourner en même temps une opération sponsorisée par un État et un module commercial, parce que les gens choisiront l'option la moins chère. Alors il y a des défis à relever, c'est sûr. On essaye de rendre le coût d'opération beaucoup moins cher que l'ISS. L'ISS en tant que plateforme commerciale n'est pas rentable du tout. On va voir des SpaceX au lieu de ce que l'on a maintenant, qui ne sont probablement pas conformes au cahier des charges de la NASA. Si on n'a pas la sécurité, ce n'est pas viable. Quand des chercheurs y vont, il ne faut pas qu'il ait besoin d'interfacer avec des bus exotiques. Il faut qu'il puisse brancher un câble réseau normal. Il faut qu'il ait une source d'alimentation normale. Des choses que l'on peut acheter, qui sont disponibles. Il faut essayer d'avoir tous les modules remplaçables. Il faut démarrer une concurrence internationale pour avoir des propositions sur des sous-systèmes. Et d'un autre point de vue, il faut que ça soit simple. On a passé beaucoup de choses aujourd'hui sur l'ISS, à mesurer la propreté de l'air, etc. Ce sont des choses qui aujourd'hui peuvent être automatisées. Quand l'ISS a été conçu, ce n'était pas le cas, mais on a beaucoup appris au niveau de la proactivité, donner plus d'autonomie. Les véhicules seront très automatisés au niveau des détections de panne, etc. Donc c'est une aventure purement commerciale. On ne demande aucun crédit à la NASA. Les seuls fonds dont nous avons besoin quand nous arriverons à l'ISS, on aura besoin de ressources.
du refroidissement, de l'énergie. Donc il va falloir étudier l'interface, mais ça sera relativement bon marché. Ça nous permettra, un petit peu comme ce qu'ont fait SpaceX et Boeing pour les équipages commerciaux, on va concevoir un système tel qu'on l'a pour être conforme à leur cahier des charges. On a 55-80, on ne sait pas quelle sera la norme, mais on pense pouvoir être plus efficace que ce que le sont d'habitude les contrats de la NASA. L'institution dit que le gouvernement obtiendra un service qu'ils pourront acheter. Donc, si vous dépensez 3,5 milliards par an sur la station internationale, comme le fait la NASA aujourd'hui, peut-être qu'il sera intéressant de dépenser 200 millions et d'avoir toujours le même type d'accès pour envoyer des astronautes en orbite dans une station spatiale. On pense aussi qu'il est important, quand on commence à penser à dépasser l'IO, pour aller un petit peu plus loin, que on va augmenter le nombre de pays ayant accès à l'espace. C'est le même groupe de 5 à peu près, les partenaires de l'ISS, y compris les Chinois. Mais pourquoi ne pas prendre les ressources du monde entier et avoir des astronautes professionnels venir de pays qui n'ont pas de programme en ce moment? Et on se dit que la plateforme LEO, la NASA, JAC, ESA, Roscosmos, ça leur ferait un endroit pour envoyer les astronautes. On ne pense pas en avoir besoin. On pense que la demande sera suffisante sans les agences nationales. Comme on l'a dit l'année dernière, on pensait à un module. Et ce qui a changé, c'est que le carénage développé sera lancé sur un Falcon Heavy. L'armée de l'air n'avance pas suffisamment vite. On a séparé ça en 2 petits modules. On pense qu'il y a un avantage réel à en faire 2 lancements de modules plus petits. Je pense on a figé la conception d'un propulseur totalement vert et gratuit avec le processus de Sabatier. Pour générer de l'oxygène à bord, on peut produire de l'oxygène et du méthane et utiliser ça pour le propulseur. On veut le proposer à la NASA en tant qu'option sur l'ISS également. Je pense que je vous ai déjà parlé de l'interface utilisateur, simplifier cette interface. Donc, on fait beaucoup d'efforts pour regarder un petit peu ce qui se passe dans les laboratoires sur Terre, quelles sont leurs caractéristiques, pour pouvoir les dupliquer là-haut, pour que ça soit quand même nettement plus facile pour les chercheurs d'envoyer une charge utile à bord. L'hébergement sera équipé d'une très très grande fenêtre d'1 mètre carré. Je pense que ça sera assez facile à vendre. On a des partenariats, SGT, Singer, notre société mère, qui est aussi le deuxième contracteur de la NASA. Ce sont eux qui font la formation de tous les astronautes de la NASA. On a beaucoup d'expertise dans la société. Ce que l'on a prévu de faire, c'est d'utiliser les gens qui forment les astronautes. Ils formeront nos astronautes professionnels. Quand je dis professionnels, je sais que ça va faire lever quelques sourcils dans la salle, mais on parle de prendre quelqu'un soit d'un pays qui n'a pas d'un programme de vol habité aujourd'hui, les envoyer en formation qui sera assez similaire à ce qui se fait aujourd'hui. Ensuite, ils seront qualifiés sur tous les systèmes de l'ISS. Ils voleront sur un G38, ils auront été dans un MBL, ils auront eu la formation robotique et on veut que la NASA et le restant des partenaires les prennent pour des astronautes totalement qualifiés. C'est une possibilité unique que nous avons avec la relation que nous entretenons avec SGT et on veut utiliser ces personnels. Ensuite, louer les installations de formation, on les louera à la NASA et on est en pourparlers avec eux
pour avoir un accord remboursable. Des machines intuitives. Les Intuitive Machines, c'est une autre compagnie avec laquelle nous sommes liés. Certains le savent peut-être, mais beaucoup d'ingénieurs de la NASA sont passés par cette petite start-up. Ils ont une puissance de travail assez impressionnante. Ce sont des gens, des ingénieurs qui ont l'expérience de l'espace, tel Alenia. Ils vont construire le module. Ils ont déjà construit 40% du module pressurisé sur l'ISS. Ils ont les outils, ils ont la connaissance. Et vous avez vu que ça ressemble déjà beaucoup au module de l'ISS. Donc, il y a beaucoup de compétences là-bas. Et ensuite, beaucoup des acteurs que l'on voit à Honeywell, UTAS, Paragon, Orbitech. Ce sont des gens qui développent des systèmes. Certains d'entre eux ont déjà fourni des systèmes à la NASA. Mais on veut qu'ils commencent à nous construire des systèmes pour nous aux normes commerciales et pas aux normes de la NASA. Boeing sera responsable de l'intégration pour intégrer le premier module sur l'avant de l'ISS. Est-ce que quelqu'un a des questions? Bon, je suis fasciné et intéressé par cet aspect commercial. Deux questions. La première, d'où vient votre financement principal? Et combien est-ce que vous pensez que... Combien de financement est-ce que vous aurez besoin avant d'envoyer un passager? Comme je l'ai dit, c'est un financement purement commercial. Le financement vient des investissements, tout d'abord et peut-être pas principalement, mais ensuite ce sont des dépôts. Si vous voulez un vol dans l'espace, il va falloir nous donner un dépôt quand vous allez signer votre contrat. Et avant de voler, vous nous aurez déjà donné la plupart des fonds. Je ne vais pas vous parler des détails, mais ça ne se chiffre pas en milliards, si ça peut vous aider. Le coût total va dépasser cela, mais on va subventionner on va compenser les coûts par les revenus que nous aurons par les vols réservés. Une ou deux questions. Est-ce qu'on aura une capacité EVA? Sinon, pourquoi? Quel type de système de communication? Quel type de contrôle au sol? Est-ce que vous allez mettre... On aura une capacité EVA. Juste avant de se séparer, on en aura besoin pour des raisons évidentes, mais on ne veut pas... On veut que ce soit facile à réparer pour remplacer des modules. Mike Serfati, on a une grosse structure, toutes les boîtes sont dehors. Le nombre de VA maintenant, j'ai parlé avec quelqu'un au bureau qui est responsable de ça, le nombre commence à augmenter. Le MTBF est ce qu'il est, c'est une activité disruptive et très, très coûteuse, mais il est clair qu'on aura une capacité EVA. Le système de communication reste à définir, mais il y a beaucoup d'options maintenant. Ça sera satellite, ça sera très forte bande passante. Si on veut faire des publicités, on a besoin de la télé à haute définition et tout ça. On pourrait aussi racheter une société, mais ça serait trop cher. Le contrôle au sol, ça sera probablement Houston. Mais si vous avez vu le SpaceX, ça sera peut-être quelque chose d'assez similaire, quelque chose de très automatisé, mais on aura une équipe. On va commencer tout de suite, même avant d'avoir des gens sur la station, on va commencer à y travailler. Quelques questions au sujet du sérieux de la relation avec la NASA. Vous nous avez dit que vous avez un Space Act Agreement, enfin un accord spatial en cours avec la NASA. Est-ce que ça sera signé? Quel est l'agenda pour ça, 2017-2018?
Est-ce que vous avez un engagement avec l'ISS pour la formation, aussi la formation des astronautes, des équipages? Où est-ce que vous en êtes? Vous êtes assez direct. On a un accord avec la NASA maintenant qui nous permet, à eux et à nous, de faire des études de faisabilité. Le Space Act Agreement est séparé par des phases. On est à la phase 0 et on travaille sur la prochaine phase maintenant. L'engagement, c'est quelque chose d'important. Je suis assez content que vous l'ayez soulevé. D'autres sociétés voudraient faire la même chose. Il y a une autre société qui a annoncé son intention de faire quelque chose de similaire. La NASA doit décider avec quelle compagnie, avec quelle société ils vont marcher. Le processus a démarré il y a pas mal de temps. Ils ont réalisé que c'est quand même quelque chose d'important. Ça ne sera pas un appel d'offres, ça ne sera pas une acquisition fédérale, mais ça va être quelque chose de concurrentiel, de compétitif. Il y a une demande d'information qui est partie en été dernier. Si on veut attribuer des ressources uniques de l'ISS, comment est-ce qu'on peut le faire, sous quels critères, etc. L'industrie nous a répondu en octobre. Chacun pensait que un appel d'offres concurrentiel serait imminent, mais ça sera en octobre. On attend, mais on sait que ça va être difficile. Il va falloir prendre un nouvel administrateur. Je pense que cet appel d'offres va bientôt être annoncé. Et on aura 2-3 mois de délai pour notre offre, probablement 3 mois de délai en cas de protestation, et ça sera bon. Une très belle présentation. Est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous aurez une coupole? Est-ce que vous allez modifier le MPLM, le module d'habitation avec 8 places pour 8 membres? Quand on voit comment l'ISS est conçu aujourd'hui avec des baies sur la circonférence, notre concept est différent. On aura des baies sur un tunnel. Quand on divise le cercle entre 8 secteurs différents, et il y aura 4 fenêtres de chaque côté. Ça sera là où est l'équipage. Chacun aura une fenêtre, un hublot, et la conception est assurée par un designer qui tient la route. Quand on partira de la station, on voudrait aussi prendre la coupole existante avec nous. Et quand la station sera sortie de l'orbite, il y a beaucoup de temps de vie qui reste sur la coupole. Ça serait dommage de la laisser. Non, la coupole existante qui est sur l'ISS. Les fenêtres seront intégrées au module d'habitation et c'est une coquille de MPLM en fait. Mike, c'est une belle présentation. J'ai quelques commentaires ou questions. Et peut-être une offre à la fin. C'est tout d'abord le PMM. Le module multifonction permanent. Je pense que pour la communauté présente ici, sur un plan opérationnel, le programme ISS dépend des règles générées basées sur du MTBF ou sur le temps de vie en orbite. Les chiffres dont on parle, c'est probablement 2028. Je sais qu'on discute de 2024, mais d'un point de vue opérationnel, d'après les gens qui s'occupent du planning, c'est un petit peu ce qu'ils font et c'est probablement assez conservateur. La question, je pense pour vous, qu'il va falloir poser à Mike, c'est que quand il était avec la ISS, pourquoi est-ce que une de ses grandes idées d'avoir des prises conformes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça dès le début? Ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu une période de transit? Maintenant qu'il a la possibilité de le faire, je pense qu'il va le faire, mais je pense qu'au début, quand l'ISS
a été conçu, ça semble un peu archaïque de la façon dont ça a été conçu. Et tout ce que vous nous avez dit, là, ça a l'air de très bonnes idées, mais maintenant, bon, c'est commercial. Je sais que tu nous as dit que vous avez un concepteur. Si vous voulez quelqu'un pour vous faire des hublots correctement, vous pouvez toujours m'appeler. Bon, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient quand ils l'ont pris. Il y a des prises à 110 volts. C'est difficile. Ça serait un peu vouloir le modifier serait un peu mettre un pansement sur une jambe de bois tellement il y en a. Sachant que quand l'ISS s'arrête, il y aura d'autres stations en orbite basse, les Russes, les Chinois. Pourquoi ne pas continuer un partenariat avec d'autres stations spatiales? Pourquoi vouloir être totalement autonome? Je pense que mélanger une entité commerciale avec une opération gouvernementale est très compliqué. C'est un petit peu comme ce que je vous ai dit au début sur les nouvelles frontières. On est en orbite basse depuis 60 ans maintenant. Et si, à un moment donné, on peut voir un marché valable, c'est maintenant. Et je ne pense pas qu'on ait grand-chose à gagner en s'associant avec un État. Il y a peut-être même beaucoup à perdre. Un module étatique avec un module sponsorisé, ça ne fonctionnera pas. Je ne connais pas quel est le plan pour les Russes, s'ils auront une station par la suite. S'il y en a une, ça sera intéressant parce que je pense qu'ils vont l'utiliser à des fins commerciales aussi. Ça peut nous faire une guerre des prix et la concurrence, dans ce cas, serait bonne. Merci beaucoup. Maintenant, il est l'heure d'aller faire la pause café. Une pause de 15 minutes et après on revient dans la salle. Merci. Okay, good. Bien. Un très beau vaisseau spatial, mais ils n'en ont pas fait beaucoup. Tout n'est pas perdu. On le reverra dans la prochaine présentation. Olivier Jürkenhoffel va nous expliquer comment on va amener cette technologie, peut-être, vers la Lune, on ne sait pas. Merci beaucoup, André. Alors, tout d'abord, bienvenue chez Airbus. C'est un grand plaisir de vous avoir ici. Et ça me met un petit peu une responsabilité. Bon, j'ai été à Vienne. Je ne sais pas si vous m'avez invité parce que je travaille chez Airbus ou parce que mon discours de l'année dernière était tellement fascinant que vous en demandez plus. Et je vais essayer de vous parler de certains domaines qui sont en cours et j'espère que vous allez trouver la relation que ça peut avoir avec les discussions d'avant. Bon, c'est une période fascinante. Depuis 2 ou 3 semaines, nous sommes allés en Australie. Certains d'entre vous étaient là. On a entendu quelques messages. On a entendu une discussion très, très motivante. C'est la première fois que l'on sait qu'en 2010, on sait qu'en 2019, on va pouvoir prolonger la station spatiale jusqu'à 2028. Roscosmos et la NASA vont collaborer sur le Deep Space Gateway. On va certainement voir des astronautes russes sur Orion et j'espère des Européens aussi. Donc je vous rappelle que c'est passionnant parce qu'ils sont en train de transformer en réalité ce qui était un rêve. La réalité, c'est qu'on est sur les orbites basses, on va y rester et je pense que maintenant,
on a une perspective bonne pour les industriels et les commerciaux. Et si on prolonge pour une dizaine d'années, ça nous fait une belle opportunité de rentabiliser des investissements. Donc ça sera beaucoup plus simple maintenant de prendre une décision. C'est beaucoup mieux que de prolonger d'un petit peu tous les ans. Donc c'est une très très bonne nouvelle de ce point de vue. Et quand on y pense, ça fait 16 ans qu'on est en orbite basse, ça fait 16 ans que l'on peut dire que on habite l'espace. Et si on regarde en arrière, quand on regarde ce site où on construit des avions, il y a 16 ans, on commençait à construire le premier avion métallique et on a industrialisé maintenant la production d'avions. Quand on regarde 60 ans en arrière, on regarde les frères Wright, les débuts du vol, et on a passé de 60, 120 ans avec des jalons au milieu. Et pour l'espace, 60 ans, la permanence en orbite basse. Mais qu'est-ce que ça peut nous annoncer pour les 60 prochaines années avec les présentations qu'on a vues? Est-ce que c'est un petit peu un tremplin? Et dans 60 ans, on va peut-être se dire, regardez, on construit des A380, des A320 à la chaîne. On a bâti un écosystème autour des avions et du vol qui est énorme. Et pour l'espace, je pense que ça va faire pareil. Je pense que tout ça, ça ne compte pas pour l'espace. L'humanité n'est jamais allée quelque part pour abandonner cet endroit et ne pas y retourner. On est présent sur les orbites basses et je pense vraiment qu'on ne va pas la quitter. On est allé sur la Lune et je pense qu'on va retourner sur la Lune. Vous allez voir ça dans mes diapos. Ça veut dire que l'on s'étend. Et c'est la tendance. On a toujours fait ça sur Terre, sur la mer, et on va faire pareil pour l'espace. Donc ma prédiction, c'est que ça va venir. La question, c'est quand. Et quand est-ce qu'on sera prêt? Les années 60, etc. Mais c'est assez facile de prédire que ça va continuer. Mais quand on regarde vers les États-Unis, la numérisation, on a eu un développement tout à fait exponentiel. Ce qu'il va falloir faire pour que l'espace et la croissance vers l'espace deviennent exponentielles aussi, pour que l'on obtienne des résultats plus vite. Et je pense que c'est une question primordiale. Et il faut comprendre ce qu'on a besoin de faire, pas simplement en tant que prise de décision et de budget, mais au niveau technologique, trouver des process qui vont accélérer le mouvement. Quand on regarde le premier vol, Orion, l'exploration 1, ça ramène l'humanité vers un environnement lunaire. Et je vous ai mis une image qui n'est pas très récente, mais c'est l'état actuel du module de service à Brême. Certains d'entre vous êtes venus regarder ça à Brême. Et on vous invite à faire pareil une nouvelle fois pour venir voir où on en est. Et c'est quelque chose qui, même pour moi, est un petit peu une surprise quand on regarde les détails de ce que l'on fait avec la NASA. C'est un vol vers la Lune, oui, mais il y a beaucoup d'ingénierie fine. C'est un travail assez linéaire sur du travail mécanique, des soudures. Comment est-ce qu'on fait pour prouver que les soudures sur le titane sont bien? Et c'est les problèmes que l'on doit résoudre maintenant pour aller sur la Lune. Et on doit les résoudre à cause de la sécurité. C'est pas ce qui nous ralentit, mais c'est ce qu'il va falloir que l'on réussisse à faire. On a une bonne expérience, pas Airbus seulement, mais toute la communauté. C'est étonnant de voir combien de problèmes sont encore à régler. Bon, la ligne, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir le construire, pour le livrer, pour pouvoir faire un vol en toute sécurité avec des équipages? Et quand on regarde la première mission, c'est un retour vers la Lune. C'est pas très spectaculaire parce qu'on va y aller, on va revenir, on ne restera pas. C'est vrai pour la première mission qui ne sera pas habitée parce que cette mission servira surtout à vérifier les systèmes,
voir que les systèmes fonctionnent tous correctement. Et vous savez qu'on a déjà un contrat pour le deuxième vol. Ça ne vous surprendra pas de voir que le profil de la deuxième mission, pour la mission d'exploration 2, n'est pas beaucoup plus ambitieuse. C'est l'effet que ça fait à première vue. Mais je vais vous parler de deux choses qui sont importantes. La première chose que l'on voit, je ne vais pas entrer trop dans les détails, c'est qu'après une orbite autour de la Terre, il faut aller directement vers la Lune. Ce n'est pas simplement parce que l'on veut y aller le plus vite possible, c'est pas ça. C'est que l'on conçoit des véhicules d'exploration et le poids est un problème. Le poids est un problème et il faut se protéger des débris en orbite basse. C'est un problème que l'on a vu à plusieurs stades de la conception. Quand on a envoyé Orion vers l'ISS, on peut utiliser Orion pour aller vers la Lune, oui, mais il y a des différences au niveau de la protection des débris. Bon, il faut un petit peu plus de protection et ça, c'est pas intéressant si on veut aller plus loin. Donc, il faut être conscient qu'on continue à faire des choses qui sont vraiment à la limite de ce qui est physiquement possible et on ne l'a pas fait encore. Donc, c'est un des défis sur lesquels on travaille. Les débris dans l'espace sont un sujet de plus en plus prégnant et si on veut aller plus loin, il faut s'assurer que le problème des débris est bien résolu. Deuxième sujet, on voit que le deuxième stable, il y a une charge utile. Bon, c'est dimensionné pour emmener plus qu'Orion. Et c'est le premier élément du Deep Space Gateway. Si vous avez entendu parler du Deep Space Gateway, ce n'est pas juste des PowerPoint et des discussions. On a un contrat pour le M2. Et si on veut emmener une charge utile, il faut être déjà dans les clous maintenant. Si on veut être prêt pour le lancement, c'est la réalité. C'est en train d'arriver. Quand on regarde, il y a plusieurs images. Je pense que ça sera un sujet de collaboration. Le Deep Space Gateway, si on regarde ce que nous a amené Roscosmos sur l'orbite lunaire, ça va nous permettre d'étendre nos capacités. On ne peut pas le faire. On peut le faire parce qu'on a l'expérience, on l'a fait professionnellement sur les orbites basses, même pour les cargos de ravitaillement. Comment on construit ça, les critères de sécurité. On a prouvé qu'on peut le faire et on est prêt pour l'étape suivante. Et après l'étape suivante, il y aura une étape suivante pour revenir sur Orion. Orion, ça sera peut-être bon pour Mars. Le kit continue à nous dire que c'est prêt pour Mars. Est-ce que vous voudrez emmener un Orion sur Mars parce que c'est un peu petit pour un voyage long? Il faut plus d'espace. Et le Space Gateway aura plus d'espace pour pouvoir aller plus loin. Même si à la première mission d'Orion, ça sera une mission courte comparativement, on va développer ces missions au fur et à mesure. Et si on a une ou deux missions par an, on va pouvoir faire ça et rester un petit peu plus longtemps. Donc, il faut définir ce que l'on veut faire là-bas. Si ça, c'est le Deep Space Gateway, on va regarder l'étape suivante. Vous avez aussi entendu souvent qu'on n'est pas simplement intéressé par l'environnement lunaire en tant que terrain d'essai pour pouvoir aller sur Mars. On a aussi beaucoup d'intérêt à retourner sur la Lune. On est très, très intéressé par ça pour deux raisons. D'abord, on collabore avec l'Agence spatiale européenne et Roscosmos sur un projet qu'on appelle pilote. Mais c'est pour un système de navigation et on va voler avec la plateforme russe en collaboration. On peut collaborer avec tous les partenaires qui peuvent être intéressés, indépendamment de leur but final. Et ça, c'est très important. Et en même temps, quand on fait ça, avec une approche classique d'agence spatiale, on est très intéressé par des sociétés qui essayent de vendre des services vers la Lune d'une façon plus commerciale. Les scientifiques du PT en Allemagne, donc, aller vers la Lune pour 1 million. Est-ce que cette équation fonctionnera? On va voir, mais on suit bien les compagnies qui nous offrent du soutien technique pour que ça puisse se faire, parce qu'à la fin, on aura besoin de moyens de transport pour réaliser ce que l'on veut réaliser. Et c'est valable aussi quand on discute de toutes ces stations et des coûts
qui y sont afférents, et peut-être que 80% de l'infrastructure maintenant est représentée par le transport. Donc si on peut optimiser et affiner nos process pour pouvoir aller là-bas, mais si les coûts de transport ne descendent pas, on n'arrivera pas à des prix plus intéressants. Et comment est-ce qu'on fait pour réduire les coûts de transport? Encore une fois, regardez un petit peu l'aéronautique, c'est un problème d'échelle. Si on en construit plus, évidemment, le prix va descendre. Donc, au fur et à mesure qu'on continue à faire les choses, on en construira plus, ça va descendre les prix. Il ne faut pas être Einstein pour comprendre que ce n'est pas une invention qui va baisser les prix, c'est l'échelle. Un des scénarios est clairement que si on a un Deep Space Gateway, non seulement de là-bas, on peut contrôler et suivre les activités sur la surface, et on peut aussi offrir un support au vol habité. On peut y aller avec un lander, quelque chose qui peut être ravitaillable. Comment est-ce qu'on peut utiliser la Lune pour générer des propulseurs? Et on utilise des process, on peut les appeler verts ou pas, mais c'est quelque chose de disponible là-bas. Et tout ce qui est disponible là-bas n'a pas besoin d'y être transporté. Un élément qui va nous aider à combler le fossé entre ce que l'on fait avec des humains et ce que l'on fait en exploration, parce que même si on va vers Mars, la distance, même pour la communication, prendra de plus en plus longtemps, et il faut investir dans des structures robotiques. Et pour l'instant, on investit sur l'intelligence dans l'espace, un remorqueur qu'on appelle le Space Tug. C'est un véhicule qui peut décider lui-même de ce qu'il va faire. Pour le premier cas, il peut ravitailler des vaisseaux géostationnaires, et il pourrait aussi enlever des débris. Il pourrait aussi aider à apporter des modules logistiques vers le Deep Space Gateway. Il peut aider sur les opérations. Quand on sait qu'on a un écart de 20 minutes pour que la communication arrive sur Mars. Et on pense que la numérisation sur Terre aurait été un bon tremplin pour nous permettre maintenant de plus ou moins transformer le genre de type de contrôle graphique vers l'espace. Et si on a les mêmes performances dans l'espace que l'on a sur la Terre, on pourra faire beaucoup plus de choses. Et là, on aura aussi un développement exponentiel parce que là, on aura la possibilité de fabriquer dans l'espace pour l'espace. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le fait que l'on voit en ce moment, c'est que les agences vont plutôt vers l'exploration et ça laisse un espace pour des activités commerciales. Donc, on va créer une économie qui va croître si on la stimule. Et un des bénéfices maintenant, c'est la plateforme que l'on appelle Bartholomew, c'est un petit peu comme Ixilon. C'est un petit peu un balcon qu'on a mis sur Columbus. Et on a pris des décisions assez courageuses au niveau des investissements, avec le soutien de l'ESA NASA, et on veut mettre à disposition quelque chose accessible aux vols commerciaux, des agences qui n'y ont pas accès pour le moment, l'agence spatiale australienne, à Singapour aussi, comme ils l'ont dit aux Nations Unies, mais aussi les sociétés commerciales. Maintenant, vous pouvez vraiment acheter un accès à l'espace au kilo, encore une fois, et ça peut être des expériences pédagogiques. Ils ont une compétition en Australie pour envoyer des kilos pour des écoles. Ça peut être aussi des choses que des sociétés veulent tester. Donc, ça va mutualiser un petit peu les coûts et ça va mutualiser les prix. On peut payer au kilo. On n'a pas besoin d'acheter un lancement pour 30 ou 40 millions. Une façon de réduire un petit peu les coûts de transport, c'est de fabriquer dans l'espace, modifier la chaîne des valeurs. Si on construit dans l'Espagne, on n'a pas besoin de transporter le matériel et les coûts vont descendre. C'est une nouvelle approche et avec Bartholomew, on a pris la première décision courageuse. Mais pour en revenir à ce que j'avais dit avec l'Australie, c'était que on va dire aux gens que si vous ne prolongez pas la vie de la station jusqu'en 2028,
Mon investissement pour Bartolomeo, qui était calculé pour 2028, ne sera plus le même. Mais j'essaye de compenser mon risque en disant que si vous faites vraiment ce que vous faites, si effectivement la station peut être abandonnée en 24, je vais démonter ma plateforme Bartolomeo de Columbus et la mettre sur Axiom. Donc on peut réutiliser, on peut si on le fasse avec Axiom ou avec la station russe, mais on peut aussi le faire avec la station chinoise, on va voir. Et on verra si on collabore, si on profite de synergies, non seulement en utilisant du matériel, mais en ne recommettant pas la même erreur de recommencer un développement depuis le départ. Utiliser ce qui a été développé pour Orion et l'utiliser pour Deep Space Gateway, ça deviendra plus abordable. Et avec de l'argent commercial, de l'investissement commercial, on pourra réaliser des choses et ça prendra nettement moins que 60 ans. Donc, en moins de mots, si une économie en orbite se développe, quelque chose sera très important. La durabilité. On pense que si une économie se développe, il va falloir parler d'une société en orbite aussi. Vous avez entendu parler du village lunaire. Si on parle d'un village, c'est une société, c'est exactement ce que je voulais dire. Il faut des règles, des règlements. Bien sûr, on va vouloir se débarrasser des réglementations typiques aux agences qui commencent à nous restreindre un peu l'accès vers l'espace, mais on pense qu'il faut remplacer cette réglementation par une nouvelle. Il faut discuter quelle est la fiabilité. Est-ce qu'il va falloir démonter des choses? Ça fait partie de votre business case. Et il faut poser des questions comme sur Bartolomeo. Est-ce qu'on a une méga constellation de satellites? Il faut que ça soit réglementé. Il faut que ça soit idéalement réglementé d'une façon globale, au lieu d'avoir des lois nationales. C'est simplement une petite partie des responsabilités et de la sécurité. Il y a une question, c'est comment est-ce qu'on interagit les uns avec les autres. Je suis content de voir qu'il y a tellement de nationalités dans cette place et vous êtes le meilleur exemple de cette collaboration. Et ça, c'est quand même un élément clé. Donc parlons de la société, les comportements, les règles, des réglementations pour créer quelque chose qui soit durable, ne pas faire la même erreur que l'on a fait il y a 150 ans et quand on a industrialisé la Terre. Donc, si on le fait ensemble, on pourra aller plus vite. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On voit qu'on a beaucoup de possibilités avec Orion de faire beaucoup de choses. On peut parler du village lunaire. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, je serai plus que content d'y répondre. Merci pour cette présentation très intéressante. Vous nous avez dit plus tôt dans la présentation que Orion pourrait rendre visite à l'ISS. Vous pourriez nous donner des éléments de contexte dans les discussions préliminaires qu'on a eues avec la NASA. Vous savez que l'Orion était un transport d'équipage multi-rôle. Donc ce scénario de mission n'est même pas figé et il peut changer. La tâche, c'est de concevoir un véhicule qui puisse faire beaucoup de choses. Donc, on a une enveloppe de conception différente par mission. Il peut aller vers l'ISS parce que dans leur perspective, il n'y a absolument rien qui nous permettrait de faire ça. C'est peut-être un peu exagéré d'envoyer 8 tonnes. On pourrait enlever quelques réservoirs, mais pour certains aspects, on ne trouvera pas que la conception optimale conviendra à toutes les missions. On a parlé de la protection contre les débris. Si on le conçoit pour le LEO, ça ne sera pas pareil. Si on le conçoit pour un environnement sur Mars, mais ça n'aurait aucun sens de faire ça. On aura effectivement besoin de modifications dans la conception. On aura peut-être une mission de référence, mais dans 5 ou des ans, c'est une spéculation, mais ça fait effectivement partie des missions de référence. Vous nous avez expliqué que vous avez prévu d'avoir une station lunaire en orbite lunaire et que vous avez un remorqueur. C'est pour aller de l'orbite basse
terrestre vers une orbite lunaire, ou est-ce que vous... Un remorqueur pour aller d'une orbite vers l'autre. Et l'inclinaison, ça sera 15-17 degrés peut-être. Et vous nous avez dit aussi que ça pourrait être Axiom. Mais comme Mike nous l'a dit, Axiom c'est 51,6. Donc Axiom, ça sera sur l'ISS. Et on ne peut pas passer de 51 à 15. Comment est-ce que vous allez résoudre ça au final? Oui, c'est un peu le problème avec le remorqueur de l'espace. Et en fait, l'idée, c'est que on parle de transfert interorbital. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. LEO vers une orbite lunaire, LEO vers une orbite géostationnaire. On le conçoit pour aller sur GEO. Ça sera un véhicule totalement électrique qui ira sur GEO. Il va faire la maintenance de satellites de télécommunications existants. On pense aussi qu'on va amener de l'intelligence artificielle et du robotique vers l'État. Il y a les valves de vidange qui seront revues et on peut les ravitailler pour étendre la durée de vie. Donc, c'est une plateforme de télécommunication existante. On a le record du monde avec le satellite totalement électrique sur la même plateforme. Donc, on peut débrancher la charge utile existante et reconnecter autre chose. On peut attraper quelque chose et l'emmener quelque part. On n'en est pas au point où, d'une perspective mission, on aurait analysé en détail si c'est une bonne plateforme pour amener quelque chose de LEO vers ailleurs. On regarde aussi si on ne peut pas non plus mettre à jour le module de service européen. C'est le seul qui puisse aller vers la Lune en toute sécurité. Si on met un peu d'intelligence dans le système de propulsion du module de service européen, on peut le mettre sur l'ESM. Ça serait peut-être une meilleure plateforme. Donc ce sont des discussions, ça, où on ne décide pas de ce que l'on fait, mais on cherche le besoin. Axiom parle de s'éloigner de la station spatiale par leurs propres moyens, par leur propre propulsion. Mais vous savez que sur un module, on visite l'ISS, on peut visiter les Russes, on peut visiter la station russe. Donc il faut quelque chose qui assure ce système de transport. Donc on parle de transport interorbital et en tant qu'ingénieur, je ne suis pas convaincu que l'on aura une seule solution qui servira pour tout, mais il y aura une architecture globale où on aura les possibilités de toucher, d'organiser des choses. Et ça pourra être adapté à plusieurs missions, de là d'où l'on vient vers là où on va. Ça pourra faire une différence sur le design. Good. Then we finally... Bien, donc on est enfin arrivé à la Lune et voici quelque chose qui me plaît. Je vais peut-être le faire parce que ici, c'est une image de Duff. Duff n'existe plus, mais c'est à ça que va ressembler la Lune à l'avenir. Ça a bien commencé. J'ai vu cet engin sur la Lune et je me suis dit, ben, on ne sait jamais, ça va peut-être arriver un jour et on va finir. Finalement, on va y aller. Donc, je souhaiterais que Claudie va nous parler du projet et à quoi ça va ressembler. Merci. Merci de m'avoir donné l'occasion de vous révéler ces réflexions sur la Lune. Donc, on revient au futur. On commence en 1957. Je pense que la majorité d'entre nous, le lancement du premier Sputnik était un point important. Et donc, en tant qu'Européens et astronautes européens, donc la signature du traité de Rome en mars 57 était également un moment important dans l'histoire. Et pour moi, il s'agit de deux étoiles importantes. Les étoiles et pourquoi 57 est également important pour certains d'entre nous dans la salle. Eh bien, c'est l'année de ma naissance, 1957. Il y a 60 ans, à côté de ces deux étoiles. Donc, ne vous inquiétez pas.
je vais ressortir comme astrologue. Donc, je suis convaincue que si l'on ne peut pas prédire l'avenir, on peut néanmoins l'inventer. Et on a besoin, je pense, de sources d'inspiration. On a besoin de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et pour moi, c'était en 1969, au mois de juillet. Et le premier atterrissage sur la Lune. C'est ça qui a déclenché pour moi et a déterminé ma manière de participer dans ce beau voyage. Et j'ai eu l'opportunité de le faire en tant qu'astronaute européenne. Je pense que c'est pour cela que j'ai choisi cette image. Peut-être que c'est l'histoire culturelle de l'Europe, l'exploration, le désir d'aller loin, d'aller au-delà. Donc, je pense que techniquement, il y a beaucoup de rencontres entre les agences institutionnelles afin qu'ils puissent définir ensemble une feuille de route de l'exploration globale avec de belles étapes. Et on échange énormément là-dessus. On parle également beaucoup avec les missions de robotique qui préparent la découverte du futur. Et c'est la mission de l'homme au-delà de l'orbite basse. Donc, d'explorer la Terre, la Lune, la proximité de la Lune dans des conditions prolongées, les humains dans l'univers. Et dans la présentation juste avant, je remercie Olivier pour sa présentation parce que c'est un excellent représentant de ces opérations. Et pour moi, il s'agit de quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voici une citation de Oscar Wilde qui a guidé vraiment ma vie. Ciblez la Lune. Même si vous le manquez, vous allez atterrir parmi les étoiles. Et c'est pour ça qu'il y a 1 ou 2 ans, je suis revenue chez ESA. Et pour la première fois, j'ai entendu le directeur général, Jan Werner, qui expliquait sa vision d'un village lunaire. Pour moi, c'était évident qu'un village lunaire est un concept intéressant et je souhaiterais vous convaincre de faire partie de cette aventure, de la création d'un village lunaire. Donc, peut-être que au début, j'étais un peu isolée dans ma promotion de ce concept avec le directeur Jan Werner. Et de plus en plus, il s'agit d'une source d'inspiration, d'attraction pour beaucoup de communautés différentes, communautés scientifiques, les ingénieurs, les jeunes générations, dans des présentations fort passionnantes. Et nous ne sommes pas loin d'y arriver. Mais qu'est-ce que l'on entend par village ? Quand on parle de village, je pense qu'il faut penser différemment, de penser, comme j'ai l'habitude de dire, non pas simplement en dehors du cadre, sortir de la boîte, mais peut-être sans cadre, sans aucun cadre du tout, avec de nouveaux concepts. C'est pour cela qu'il n'est pas toujours facile de placer cela dans une discussion officielle. Un village signifie des intérêts divers, acteurs divers, des activités et des calendriers divers. Mais il faut penser aux mêmes choses. Il faut avoir une compréhension commune. Comme vous allez le voir, ce n'est pas un projet, ce n'est pas un programme avec une liste de prérequis comme habituellement. Même le plan de coopération est ouvert à la discussion. Tout est ouvert, inclusif, incrémental. C'est l'essence de l'idée avec l'ensemble des partenaires de la communauté internationale, non simplement l'un de la communauté ESS, mais les partenaires en Chine et en Inde également, afin d'ouvrir entièrement et d'être en capacité pour les nations non spatiales être dans le bon état d'esprit. Bien sûr, Olivier a dit qu'il fallait définir les interfaces, les règles et les règlements standards, mais tout cela viendra plus tard. La première étape, c'est d'arriver à une compréhension commune,
des intérêts divers, beaucoup de sciences à mener, un tremplin pour le secteur privé. Je parle ici pas de partenariat classique entre le public privé, mais de nouvelles alliances, de nouvelles manières de penser à la coordination. Avec nos propres contributions, nos propres programmes et réfléchir à comment on peut se rassembler pour nourrir cette approche multidimensionnelle dans la coopération internationale. Et il s'agit d'un banc d'essai merveilleux pour penser différemment de l'innovation. Et je suis d'accord avec le fait que nous avons été des explorateurs et il est temps que nous devenons des constructeurs et de passer de l'exploration à l'expansion et au développement de l'humanité. Ce qui signifie, quand on parle de la société, qui est au cœur d'un village, donc penser ensemble comment on va grandir à l'avenir et comment penser également en termes d'économie lunaire. Et je suis convaincue, comme il a déjà été dit, pour l'économie de l'orbite basse, il y a également des éléments très intéressants pour l'économie lunaire, donc l'énergie, la production, la mobilité, loisirs, tourisme, les nouveaux services qui pourraient être mis en place. Et il est évident que c'est un tremplin intéressant pour d'autres destinations. Donc, je vais vous montrer un petit film de ce que pourrait être la contribution de l'Agence spatiale européenne, puisque quand le directeur général Jan Wurner est venu avec cette idée, il a essayé d'organiser un petit groupe de réflexion au sein d'ESA entre les différentes directions afin de mettre sur la table toutes les idées que l'on pourrait mettre en œuvre pour ce village lunaire. Donc, il s'agit d'images de synthèse, mais on peut... il ne s'agit pas simplement de quelque chose d'imaginaire, c'est une utopie, ça reste une utopie, mais une utopie réaliste. Donc, on voit par exemple... le dispositif gonflable que l'on pourrait placer à la surface de la Lune. Et comme il a été dit, il faudra utiliser les ressources qui se trouvent in situ. Donc, voici un exemple d'utilisation de la Lune avec une imprimante en 3D afin de proposer une nouvelle matière pour protéger contre la radiation, les variations de température. Donc, on revêtit cette structure gonflable afin d'accueillir le premier équipage. Le village sera préparé grâce à des missions robotiques. Et ensuite, on accueille l'équipage. Nous allons organiser une société. Donc, c'est une première vision de ce que pourrait être le tout début d'un village lunaire dans l'esprit des ingénieurs de l'ESA. Donc, nous avons déjà dans nos papiers, donc le Gateway Deep Space, par exemple. Je sais... Voilà. Donc, on a également discuté de cet accord avec nos partenaires de Roscosmos pour le Lunar Resource Lander en 2022 afin de développer notre programme de sciences et de technologies. Il y a quelques semaines, nous avons émis un appel à proposition commerciale sur la démonstration d'ISRU pour produire de l'eau potable et de l'oxygène d'ici 2025. Nous sommes dans une phase de préparation d'un programme en collaboration avec JAXA sur le système Lander et SM. Pourquoi ne pas repartir de la surface de la Lune pour aller plus loin dans l'espace? Et donc, à Portland aussi, on développe des programmes avec le vaisseau spatial DSI, un réseau d'ingénieurs qui prépare l'avenir avec des idées nouvelles.
Et nous allons développer cet analogue de la surface de la Lune qui mesure 900 mètres carrés de surface régolithe afin de réfléchir à l'ensemble des opérations et de l'habitat tel que l'on pourrait l'envisager. Des simulations, la production additive, j'ai montré grâce à un système d'impression 3D. Donc il s'agit de la fondation européenne que l'on peut mettre sur la table afin de penser à la mise en œuvre du village lunaire. On a énormément d'idées. On a vu des idées en Chine, en Inde, aux États-Unis. Nous avons déjà un historique passionnant autour de cette réflexion. Même cette image, je pense que vous avez vu la proposition d'Elon Musk à Adelaide il y a quelques semaines et qui pourrait faire partie de la base lunaire Alpha. Donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est que le fait que avec l'ESA à Adelaide, on avait organisé une séance avec Yann Venner où on a présenté l'idée d'un village lunaire et on s'est dit il est peut-être temps de mettre une déclaration d'intérêt sur la table afin de contribuer intellectuellement sur le plan économique, scientifique, technologique à cette entreprise. Donc, le texte de cette déclaration d'intérêt existe et nous allons la poster sur Internet. Il ne s'agit que d'une lettre d'intention afin de le rendre possible éventuellement pour l'avenir. Donc, un moyen désirable et viable vers l'installation d'un village lunaire. Ça peut être une étape intéressante entre notre présence permanente sur la Lune pour aller plus loin. Voici le site Internet de l'ESA où vous pouvez obtenir l'ensemble des informations, la déclaration d'intérêt. Vous pouvez y déposer votre signature sur cette lettre d'intention. Le village, moonvillage@esa. Donc, je vous donne simplement cela comme information parce que je ne pense pas que ce soit purement lié aux agences ou aux sites industriels. Il existe également des associations non gouvernementales qui sont intéressées par le projet, qui cherchent à le promouvoir, à créer des liens et des ponts. Et donc, il y en a une association du village lunaire qui a été créée avec ce leitmotiv, donc fournir un fonds pour le développement du village lunaire. Donc, l'association du village lunaire va organiser un atelier au mois de novembre à Strasbourg, donc aussi international que possible, une espèce de place de marché où vous pourrez faire des propositions et échanger. Il s'agit d'un forum ouvert. Et donc, je vous donne également leur site, l'adresse de leur site Internet. Tout ceci était juste pour vous présenter ce sujet de village lunaire. Je pense que l'année prochaine, on aura peut-être d'autres informations ajoutées autour de cette idée innovatrice et peut-être à Brennes pour Olivier lors du prochain ESA, ISC, ou peut-être lors de notre prochaine rencontre d'explorateurs de l'espace, nous pourrons élaborer davantage la définition de ce projet. Et j'ai encore un rêve. Je pense que 2019 sera un moment important et où on pourra prendre un engagement international auprès du village lunaire. Donc 2090, ça veut dire 2019, ça veut dire 50 ans après le premier atterrissage sur la Lune. Y a-t-il des questions? C'est tout à fait ouvert, hein? Donc tout est ouvert aux questions, donc il faut réfléchir tous ensemble. Eh bien, donc les séances techniques prennent fin.
Maintenant, nous allons passer à autre chose. On a quelques messages clés. Il y a donc des informations logistiques.